Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlotte avec Grégotte. Mon invité du jour est Gintas Zilinskas, un coach de CrossFit aux méthodes peu conventionnelles et avec des capacités extraordinaires. Il a un physique massif, il est très puissant, il soulève des charges monstrueuses et en même temps, chose assez rare, il est extrêmement souple. Il a aussi une approche particulière sur la nutrition, donc on va aborder ses méthodes d'entraînement, ce qu'il pense de la nutrition. On va parler également de MMA parce qu'il a un passé de combattant de MMA, de pratiquant d'arts martiaux, de lutte et tout ça. Donc voilà, c'est une conversation une nouvelle fois assez riche. Par contre, on a eu un petit problème technique et la vidéo n'a pas fonctionné. Donc c'est uniquement de l'audio avec des vidéos qui défilent de Gintas, de ses entraînements, des photos, des choses comme ça. Voilà, je te laisse écouter, tu vas voir, c'est tip top. C'est parti. And now, this is the moment you have been waiting for. It's time! Parlotte avec Grégotte. Bienvenue Gintas sur le podcast Parlotte avec Grégotte. Donc, je sais pas si tu connais un peu le concept, mais l'idée, c'est de se faire une conversation. Tu vas découvrir. On va parler de ton parcours, de tout ça. Je disais, ça fait pas mal d'années qu'on se connaît. J'avais suivi une formation chez toi au niveau des kettlebells avec donc Fedorenko, Denisov. On avait fait une vidéo qui a bien marché aussi c'était le snatch. C'était le snatch. C'était le snatch. Elle a 6 ans. Elle a 6 ans et tu me disais qu'on t'en parle encore. Donc, c'est étonnant. Ouais. Bah ouais, non, mais c'était une bonne vidéo, elle était longue en plus. Hein. T'avais bien tout détaillé. Je pense que ça a plu aux gens parce qu'il y avait un niveau de détail. Après, avec ça, t'étais pas mal armé, quoi. J'espère bien. Et donc je disais, on a aussi un très bon ami en commun qui est Yuri. Donc, moi, je dis, on se voit pas très souvent, mais j'entends parler de toi souvent quand même par Yuri parce qu'il va s'entraîner dans ton club de CrossFit. Donc, tu peux rappeler pour les gens le nom du club, c'est CrossFit Thirst. Donc, c'est la soif. La soif. La soif du CrossFit, quoi. Exact. Pourquoi ce nom? Pour les gens qui ont la soif de l'entraînement, qui... Ouais, la soif de performance, de la découverte, la soif de s'éclater. Ouais. L'ensemble, la soif. Et toi, t'as une approche... C'est quoi ton slogan? C'est gamin... Gamin pour toujours. Gamin pour toujours. Ouais. Donc, t'as un côté... On pourrait croire que t'as un côté très sérieux comme ça et tout. Mais tout. Mais en fait, non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est une façade. Alors, comment... Donc, on va un peu revenir au début, au commencement. Toi, t'es né en Lituanie. Exact. Ok. T'as commencé à faire du sport à quel âge? 6 ans. 6 ans, t'as commencé... Natation. Ok. T'as fait beaucoup de natation? Quelques années, oui. Ouais. Fait. Compétition ou juste comme ça? Non, c'était plus... C'était pratique, en fait. On avait la piscine qui était dans la cour de l'école. Ouais. C'était super pratique. Je pense que c'était plutôt ça. Ouais. Et comme je dis souvent, mais aux gens qui me posent des questions, je dis j'ai atterri à la natation parce que j'étais pas pris à la gymnastique. D'accord. J'étais trop gros. Ah ouais? Ouais, je suis trop faible, peut-être. Et pourtant, quand on voit ce que tu fais aujourd'hui, on se dit que du coup, il y a eu un gros travail entre-temps, alors. Non, j'espère bien qu'il a eu un travail. Parce que t'arrives, je t'ai vu en vidéo marcher sur les mains tranquille. T'as pas l'air d'avoir trop de problèmes pour faire de la gymnastique. Tant qu'il n'y a pas de gymnaste à côté, oui. Ouais. Après, quand tu commences à comparer avec quelqu'un qui est spécialisé là-dessus, je lui parais ridicule. Mais après, c'est un peu aussi le concept, je pense, du CrossFit. C'est pas de devenir un spécialiste d'une discipline en particulier. Donc, c'est d'être hyper polyvalent. Le concept, à la base, il est comme ça, oui. Ouais. Sauf que le milieu compétition de CrossFit a évolué tellement qu'ils sont plus satisfaits d'être moyens dans tout. Ils commencent à chercher l'excellence. Et tu vois que les gens, ils veulent devenir champions de disciplines différentes. D'accord. Après avoir commencé en CrossFit, ils se lancent dans les autres disciplines. D'accord. Petit à petit. Et donc, ils veulent essayer d'affronter les meilleurs dans d'autres disciplines. On voit très bien, l'haltérophilie, ça le permet de faire.
Ouais. En gym, ça serait difficile. Parce que Ouais. la gymnastique, quand même, c'est artistique. C'est artistique. Et là, puis, il faut passer beaucoup de temps, beaucoup plus de temps que la thérophilie. Ouais. Par exemple, pour avoir l'excellence. Mais on voit bien que à la base, comme on disait, qu'on est moyen partout. Ouais. C'est à peu près comme en MMA aussi. On pourrait imaginer qu'ils sont moyens partout. Ouais. Et bon en MMA, mais quand même, il y a des gens qui veulent, ils ont des prédispositions, de l'amour pour quelque chose où ils se lancent vraiment loin. Après, en plus, je pense que c'est un moyen parfois aussi de faire un progrès, de se dire, tiens, je vais aller affronter des boxeurs professionnels. Bon, bah, je vais devoir me spécialiser un temps. Et bon, pour l'instant, ça n'a pas bien marché, on va dire. Il y a Michael Venom Page, je sais pas si tu vois qui c'est, il combat au Bellator. C'est un mec qui fait à la base une forme de karaté à la touche, qui est un vrai phénomène. Quoi. Il a une explosivité de malade et tout. Il est à l'aise. Il a grandi en faisant toutes les semaines des compétitions de karaté à la touche ultra explosif. Et du coup, il a une facilité déjà de gestion du stress parce que sa vie, c'est tous les week-ends, c'était des combats. Et au Bellator, il fait un carton. Il a fait quelques combats pro en boxe anglaise et il s'est complètement baladé en fait. Parce qu'il n'a pas du tout un style orthodoxe par contre. C'est-à-dire il a été en boxe anglaise mais sans pour autant rentrer dans le jeu de la boxe anglaise. D'accord. Et il a mis des KO des mecs et tout ça. Bon, voilà. Conor McGregor, bon, ça a moins bien marché pour lui contre Floyd, mais je pense qu'il pourrait. Là, c'était un petit peu haut visé et. Voilà, c'est ça. C'était plus commercial qu'autre chose. Voilà, mais il aurait pris un boxeur pro. Un boxeur pro tout court avec un nombre de combats comme lui en MMA et le massacre. Ouais. Ça, c'est je pense qu'il avait toutes ses chances de gagner, quoi. Là, il avait visé peut-être un peu trop. Mais bon, là, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire comme ça. Sortir de son domaine, exceller dans un autre domaine et revenir. C'est très compliqué. D'ailleurs, j'étais à l'époque quand j'ai entraîné en MMA. Ouais. J'étais très sceptique par rapport à la pratique séparée de lutte, de boxe, de grappling. Toi, tu pensais que... Pour moi, ça collait pas. Il avait toujours des automatismes qui se développaient. Chaque fois, tu fais le yo-yo. Tu commences à t'améliorer quelque part. Tu perds tout de suite les qualités ailleurs. Et après, tu rampes sur place. Ouais. C'est vrai que pendant longtemps, il y en a pas mal qui n'avaient pas le choix. C'est-à-dire que le MMA, du coup, c'est quand même finalement assez récent. Et des vrais cours de MMA, c'était pas facile à trouver. C'est-à-dire que les mecs faisaient du JJB, de la lutte, de la boxe thaï, de la boxe anglaise. Voilà. Et puis après, ils essayaient de combattre dans les règles du MMA, mais ils n'avaient pas des vrais cours de MMA. Donc ça fait peut-être, je sais pas, 10-12 ans, à mon avis, qu'il y a des vrais cours de MMA. Et encore en France, peut-être moins que ça, je sais pas. Mais oui, en tout cas, je te parlais de Georges Saint-Pierre tout à l'heure. Lui, en tout cas, c'est ce qu'il a fait pendant longtemps. C'est-à-dire qu'il il allait dans chaque discipline et après, il essayait de faire sa sauce. Mais est-ce que c'est la meilleure recette ? Ouais, non, certainement pas. Parce que, notamment, moi, je sais que si je fais un sparring en anglaise, ma position de jambe et tout ça va pas être la même que s'il y a, des coups de pied ou que s'il y a de la lutte. C'est-à-dire que je fais de l'anglaise et je mets pas les jambes, mais je mets de la lutte, je vais pas combattre pareil que s'il y a pas la lutte. Enfin, les codes sont complètement différents. C'est ça, mais c'est ça qui est beau, je trouve, dans le MMA, et c'est un vrai, une partie d'échec, mais c'est un vrai puzzle hyper dur à solutionner parce que il y a tellement d'éléments à prendre en compte, de variables possibles que, en fait, ce qu'on a de créé aujourd'hui, il n'y a rien qui va pour ce modèle-là, quoi. Donc, c'est toujours en train de se créer pour moi, si tu veux, quoi. C'est-à-dire que tu fais de la boxe anglaise, tu vas en MMA, ça va pas. Tu fais du Muay Thai, ta position de Muay Thai, en général, c'est pareil, tu vas pas avoir une bonne position pour défendre les amener au sol. Tu fais du taekwondo, tu vois, tu prends chaque discipline martiale quasiment, et il va y avoir des adaptations à faire, tu vas pas pouvoir la faire telle quelle, quoi. Non, c'est pour ça, celui qui veut exceller en MMA, elle doit pratiquer MMA. Ouais, mais est-ce qu'on a trouvé vraiment aujourd'hui la solution à ça, c'est-à-dire
être bon avec ses poings, ses pieds, sa lutte, le sol, avec un vrai dire bah voilà, la meilleure position c'est plutôt ça. Parce que encore aujourd'hui, quand tu regardes les meilleurs au monde, ils ont des styles hyper différents, tu vois. Mais quand même, il y a des points communs qui sont obligatoires. Après, le visuel, c'est qu'on voit, c'est une chose, mais quand tu commences à analyser Mhm. sa façon de se déplacer, quel coup sera porté Mhm. prioritairement avant d'amener au sol, ou qu'est-ce qui va se passer après un échec d'amener au sol. Tout ça, Oui. c'est assez structuré. Et si tu regardes bien les meilleurs, tu retrouves les mêmes choses, Ouais. les mêmes coachs chez tout le monde. Mhm. Toujours, toujours. Moi, c'est plus au niveau de la position de combat debout où je vois le plus de variations, tu vois. Ça, c'est pas un problème en soi. Mhm. Mais les coups, ils seront toujours à peu près les mêmes. Mhm. On va faire toujours les mêmes parades, c'est la même danse. Mhm. Exécution différente, mais la même danse. On Ouais. a les interprètes de la même symphonie qui Ouais. amènent les mêmes notes, toujours. D'accord. Donc, au moins, moi, je vois ça comme ça. Mhm. Souvent, tu vois le combat et tu sais qu'est-ce que va se passer. Ouais. Parce que quelqu'un a déclenché une attaque et la réponse, elle sera exactement pareille, comme Mhm. toujours. Sauf que t'es un spécialiste, un individu avec ton propre vécu, donc tu vas présenter ça différemment, mais Mhm. le point de départ, il est toujours le même. D'accord. Ok. Et donc, alors, toi, pourquoi t'avais arrêté de donner des cours de MMA? Parce que j'ai arrêté la pratique Ouais. pour des raisons de santé et j'ai essayé d'entraîner presque pendant un an après, mais c'était impossible. Ouais. T'as les poings qui se ferment, t'as envie de Mhm. bouger, tu veux pas enseigner quelque chose que t'as envie de faire. Mhm. Donc ça, Bah, c'est c'était pas trop toujours évident, compliqué. ouais. Je sais que. Après, ça dépend. Moi, je vois dans les profs, il y en a bah, qui font. Les cours qu'ils donnent, c'est à côté de leur. Ils ont un boulot, ils donnent des cours à Mhm. côté. Et donc, si tu veux, leur envie de s'entraîner, bah, elle est forte parce qu'ils ont leur boulot, donc ils peuvent pas s'entraîner. Donc, leur cours, c'est en même temps une occasion pour s'entraîner. Mhm. Et puis, bah, t'en as qui sont aussi à 100% professionnels, qui font que ça, qui font pas autre chose. Là, tu as souvent plus de temps que tu peux te dégager pour te faire tes propres entraînements, pour que pendant tes cours, tu sois pas forcément, tu vois, que t'aies pas forcément cette envie irrésistible de s'entraîner, quoi. Ouais, sauf que la question était soit je tourne, Ouais. soit je tourne pas. Hmm. Il n'avait Ouais. pas de je peux faire doucement les choses, Hmm. ça marche pas. C'était le choix à faire, je devais faire la rupture totale, ce qui pour moi était improbable. Je Ouais. n'imaginais pas comment j'allais le faire. Hmm. D'ailleurs, grâce à la découverte de CrossFit, qui se ressemble vraiment, vraiment, Ouais. ça m'a permis de me calmer. D'accord. Parce que tu as toujours cette envie ou ce besoin Ah, mais de... là, parfois, Ouais. ça monte comme ça. T'avais quoi comme Enfin, problème de santé pour arrêter? alors, chute de moto, un genou en compote. Ouais. Oui, après, l'autre genou, il a pris un mauvais coup pareil. Donc, la lutte, Ouais. c'était Terminé. déjà 2012-2013, la lutte, c'était super, super chaud. Hmm. Et ensuite, deux côtes flottantes pétées. Pareil, la ceinture, je pleure. Ouais. Et Ouais. Hmm. Bon. Ouais. Tu t'es dit, là, faut trouver autre chose. Ouais, parce que t'es frustré. T'as Ouais. tellement envie de faire des choses et tu dois t'adapter comme un papy. Excusez-moi, Hmm. ne fais pas ça, je peux pas faire Hmm. ça. C'est nul. Mais ouais. Mais après, ce qui est bien, c'est que moi, j'ai vu des gens qui ont eu des problèmes de santé et tout, et qui au final décident de tout arrêter. Et je trouve que c'est souvent l'erreur, c'est de se concentrer sur ce qu'on peut pas faire. Tu vois, au lieu de se concentrer sur ce qu'on peut faire. Et même si bah, il t'arrive un truc et tu peux plus faire exactement ce que t'aimes, bah pour moi, je trouve ça dommage de pas essayer de trouver autre chose, une alternative. Ça peut être dans le même domaine ou dans un domaine complètement différent, mais qui va te permettre de quand même continuer, tu vois. Parce que bah, si tu utilises plus ton corps, ça va Ah, pas, ça va pas s'améliorer, quoi. arrêter le sport, Ouais. je deviendrais drogué, moi. Euh, toutes les blessures que j'ai eues, petit à petit, ça permis de développer une vision d'entraînement un petit peu particulière. Hmm. J'ai une blessure, je travaille autour. Ouais.
Là, j'ai appris, dès qu'il a un problème, je travaille autour de ce problème. Sans toucher, sans se faire mal. Tout simplement, tu renforces. Et le corps, il va s'adapter, il va trouver des solutions, comment avancer. Du coup, c'est quoi alors ta méthodologie sur ça? C'est-à-dire que, je sais pas, mettons que tu te sois blessé à je sais pas, l'épaule. Mhm. Donc tu vas continuer à travailler quand même ton épaule. Ça sera autour de la douleur. Ouais. Je ne sais pas de quel problème on parle, mais admettons, il a un problème tendineux. Ouais. Tu travailles autour de la douleur. Donc qu'est-ce que tu veux En dire permanence. exactement pour travailler autour de la douleur? Tu fais des gestes, tous les gestes possibles, sans dépasser un certain limite. Donc tu vas légèrement dans la douleur. Tu t'imposes et tu t'imposes des répétitions, beaucoup de répétitions, beaucoup de travail statique, beaucoup tout autour, ça doit être lisse, bien, tu caresses. Et le corps, il va te remercier. D'accord. J'ai découvert ça avec les genoux, maintenant je fais tout comme avant, la blessure, je fais exactement toutes les choses, sauf la course à pied, que je considère comme une activité absolument inutile. Et ouais, c'est pareil, j'ai mis ça de côté. Ouais. Pourtant, j'aime la course. J'ai toujours aimé. Ah ouais. C'est un truc absolument inutile. Pourquoi c'est inutile selon toi? Si on parle de développement de qualité physique, il y a tellement de moyens qui sont supérieurs à la course à pied. Je ne parle même pas. Si on parle des endorphines, ça peut être valable, oui. Ouais. Mais on peut aussi trouver d'autres choses. Il y en a qui sont complètement accros à la course à pied. Oui, parce que c'est des endorphines qui se développent et ils pourraient faire autre chose. Simplement, ils n'ont pas goûté. Ouais. Ils ne savent pas. Après, je pense que certains... Alors moi, j'aime pas la course... Moi, j'aime pas ça de base. Et je préfère, pour travailler mon cardio, être plus dans la spécificité, faire du shadow, faire du sac, des choses comme ça. Parce que c'est ce que j'aime et donc je m'éclate plus. Mais je sais qu'aussi ce que certains aiment dans la course à pied, c'est une activité où tu n'as pas besoin de te concentrer. Donc il peut y avoir une sorte d'aspect un peu méditatif, c'est-à-dire que tu vas courir et tu cours de manière automatique, tu vois, donc tu peux être dans tes pensées. C'est une activité particulière, tu vois, il n'y a pas tant d'activité au fait, au final, où tu peux complètement presque te déconnecter de ton corps et te mettre dans tes pensées, quoi. Pour moi, c'est le snatch de kettlebell. C'est le même principe. Exactement la même approche. Tu réfléchis pas. T'as pris et c'est parti. Il faut avoir atteint le niveau qui permet de le faire, quoi. Même si la course, il y a beaucoup de gens qui croient qu'il n'y a pas de technique. Et alors, c'est pour ça qu'ils finissent par se développer des pathologies. Parce que... Ouais. Les genoux, les tibias, ça morfle. Les hanches même, ça morfle grave. Il suffit d'être un petit peu en surpoids, être un peu radin au niveau des chaussures. Ouais. Et là, tu prends cher. Je sais plus, d'ailleurs, je crois que c'était un coach de CrossFit que j'avais regardé qui faisait pas mal de trucs sur la course et il disait, mais est-ce que vous connaissez un autre sport olympique? Parce que la course, c'est un sport olympique où les gens se disent, j'ai pas besoin de coach, c'est bon, j'y arrive tout seul. Et j'avais trouvé ça pas mal comme idée parce que c'est vrai que les gens ils se disent, bah courir c'est naturel, j'ai pas besoin qu'on m'apprenne, je sais courir, quoi. Et il y en a beaucoup qui savent pas courir en fait. La natation aussi. Celui qui veut simplement faire ses longueurs. Il s'est jamais posé des questions. Il a appris à sa façon et c'est tout. Tu peux t'en sortir. La majorité des gens, ils apprennent quand même à nager, mais bon, tu peux essayer de patauger, quoi. Combien de gens restent faire le petit chien des années à faire ça. Ouais, mais c'est vrai que la course... Moi, j'ai couru, hein, j'en ai fait quand même pas mal d'années, mais j'ai jamais trop aimé ça. C'est-à-dire que si j'avais pas de musique, je pouvais pas courir. Je passe pas spécialement un bon moment, donc j'avais besoin d'avoir de la musique, un truc, quelque chose. Sinon, j'aimais pas trop ça. Mais je voyais souvent les gens qui couraient n'importe comment, quoi. C'est assez cata, quoi. Et alors, donc, tu as fait de la natation. Et après, c'est quoi la suite? Bon, je pense que j'ai testé plein sport comme tout le monde, le foot, basket et compagnie. Ouais. Ça, j'ai testé. J'ai pas accroché au sport collectif du tout. Ouais. C'est pas mon truc. Oui. Altéro. T'as fait l'haltéro La lutte. Dans les mêmes périodes, ça a commencé. Mais là, je peux pas dire que je faisais X de temps, ça ou ça. C'était toujours...
Bon, j'ai grandi à côté d'un très très grand stade et centre sportif. Ouais. Donc c'est là, je pense, que toute mon activité physique se faisait sans être inscrit quelque part. Parce qu'on D'accord. passait notre temps à sauter, à courir, à voler les balles de foot. Ouais. Tu vois, Et alors, le premier sport, on va dire que pour lequel tu es vraiment tombé amoureux, karaté. le karaté? Ouais. C'était du quoi? Du Shotokan? Ça a commencé par Shotokan, mais principalement Kyokushin. Ah ouais, d'accord, je savais pas que tu avais fait du Kyokushin. Ça, c'était à quel âge que tu as commencé? Je pense 12. D'accord. 12 ans, ça doit être quelque chose comme Et alors, à 12 ans, le Kyokushin, c'est comme les adultes ou ça. Disons, ma première fracture de métacarpe, Ouais. c'est vers 13 ans, ouais, 14 ans. Ouais. Le Ouais. nez, je sais pas, c'était quand. Mais, C'est une école dure, le Kyoku. ouais. Et Surtout quand t'es con et t'es enseigné Ouais. par des cons. Ouais, ouais, Ouais. C'était en Lituanie, donc Ouais. t'es arrivé en France à quel âge? Oh, je suis arrivé en 2001. 2001, ouais. Mm. Ah, donc ça fait pas si longtemps que ça au final. Mm. Donc t'as passé comme une bonne partie de ta vie là-bas. Oui. Ouais. C'est un touriste, j'aime bien bouger. Ouais. Et alors Kyoku, t'as fait combien de temps de Kyoku? Ouais, c'est assez longtemps. Tu vois, de nouveau dire que j'ai fait de X à X, Ouais. ça a été, tu rajoutes des choses, tu enlèves les choses, mais jusqu'aux 18 ans, c'est sûr, Ouais. que j'ai pratiqué encore. Après, je peux pas te dire que j'ai fait X d'années, Hmm. parce que j'avais ma licence d'inscription. Ouais. Il y a eu des interruptions, t'es passé par d'autres choses. Ouais, surtout qu'il avait les choses qui s'accumulaient. Hmm. Je me souviens, c'était les années quoi, 93, 14, 15, le Mhm. Pride Bushido. Ouais. Je me souviens plus exactement quand. Mais Ouais. là, ça a basculé complètement. Donc, en faisant le karaté, en faisant la lutte, la boxe, mais tu as déjà l'optique Hmm. de taper comme les mecs qui sont là-bas. Ouais. Parce que tu dis, j'ai un high kick de ouf, je sais faire la même chose. Tu sais, donc, il faut envoyer. Et donc toi, t'as commencé, après tu t'es mis, en voyant le Pride, que t'as migré vers le MMA. Oui, ça c'est sûr. Et comment t'as réussi à... Donc t'as fait ce que au final, au départ, t'avais pas trop le choix, ce que tu recommandes pas, c'est-à-dire que tu faisais un peu chaque discipline. Oui, parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas, on Le savait pas comment faire à l'époque. seul moyen de tester ça, c'était dans la rue. Ouais. Là, tu mets une branlette, tu prends une branlette. Ouais, c'était la seule chose. Et après, donc t'as eu envie de combattre en MMA, en compétition. Pratiquer. Au départ, Pratiquer c'était surtout. pratiquer, oui. Et je me suis retrouvé propulsé en compète sans trop comprendre. Ouais, c'était assez. Ça s'est passé comment la première compétition? Toute première, Belgique, en Liège. Plein de milieux de casino, les gens autour avec leur champagne. Un peu comme dans les films alors. Comme dans les Comme films. dans les films de Van Damme. Ah, putain, moi, en stress total, mais putain. Oh là là là. Parce que je me suis pas entraîné à l'époque. Ah bon? Je bossais tout le temps. J'étais Hmm. tout le temps au boulot. Et simplement, tu veux faire la compète? Allez, Ouais, on y va. on y va. Tu dis allez, mais quand tu arrives là-bas, tu dis ah là là, comment je vais faire maintenant? Ouais. Comment t'as géré ton stress alors? Oh, Pas trop le choix. t'as pas le choix, tu tournes, c'est tout. Hein. D'ailleurs, comment il s'est passé le combat? Oh, j'ai gagné. T'as gagné? Hmm. Comment? Rappel ou pas? Le tout premier, Ouais. décision. Décision. Ouais, c'était un judoka qui essayait de me massacrer à la façon judo, sauf que ça marchait pas. À l'époque, j'étais un peu fort physiquement. Ouais. Même si pas forcément je comprenais qu'est-ce qu'il voulait faire, c'est compliqué. Ouais. T'avais quand même fait de la lutte aussi à ce moment-là, non? Oui, oui, mais c'est différent. Ouais. Et alors, donc là, à l'entraînement, t'avais déjà fait des combats de MMA. Hmm. Et qu'est-ce qui est on va dire le degré de stress, tout ça, qu'est-ce que t'as pensé de ta performance, on va dire, en y repensant des années plus tard comme ça,
quel impact a eu le stress sur ta performance? Alors, ça t'enlève 3/4 de Ouais. toi. Hmm. En fait, si tu n'es pas prêt pour un combat, tu arrives. Hmm. Le moment de début, tu sais que tu as perdu la moitié de tes capacités. Donc toi, tu penses que c'est aussi le fait de ne pas te sentir prêt Ah oui, qui a généré le plus de stress? il a deux. Selon moi, c'est que j'ai remarqué, surtout avec certains de mes élèves, avec des années, il a deux déclencheurs de stress. Ne pas être prêt physiquement. Mhm. Et deuxième, c'est quand on te surévalue. Mhm. Tu sais, on te met en avant tellement Ouais. que le jour de combat, tu te chies dessus. Hmm. Ça, On j'ai attend vu beaucoup, ça. beaucoup de toi. Ouais, l'attente, Hmm. c'est le pire ennemi. J'ai toujours lutté contre ça. Mhm. J'ai essayé d'être le plus méchant dans le jeu Ouais. pour équilibrer. Parce qu'il y avait des gens qui avaient des capacités absolument phénoménales, des talents de ouf, et ils ne pouvaient pas s'exprimer Mhm. parce qu'ils étaient bichonnés par tout le monde. Ils étaient mis en avant, caressés tout le temps. T'es champion, t'es le meilleur. Mhm. Mais il faut assumer ça. Ouais. Le moment de combat, il faut assumer. Hmm. Donc moi, j'ai essayé de faire de la contrebalance là-dessus. J'étais super méchant. Ouais. C'est une petite merde. Mhm. Tu vois, Ouais. parce qu'il n'avait pas de choix. Hmm. Si moi aussi j'ai rentré dans le jeu de ah, t'es le meilleur, c'est Hmm. fini. Jamais ça va marcher. D'ailleurs, quand même, est-ce que tu penses que c'est pas important aussi quand même d'avoir une part qui te fait prendre confiance en toi? Non, mais ça se prend. En fait, les extérieurs, les gens de l'extérieur de ton entraînement, ils sont mauvais. Moi, je dis, Hmm. c'est que des obstacles. Mhm. Normalement, c'est que souvent, on voit, il a des comptes d'entraînement chez les gens Ouais. qui peuvent se permettre de le faire, ils disparaissent. Mhm. Ils parlent à personne, ils n'ont aucune influence Ouais. de l'extérieur. Mhm. Comme ça, tu peux fabriquer quelque chose et développer la confiance en soi pour le combat en question. Ouais. Donc, tout se passe très bien. Mais dans notre vie normale, on ne peut pas faire ça. On bouge partout, on est vu partout, on a des Ouais. interviews, ah, Mhm. monsieur, ah, madame, vous êtes comme ça. Et ça pose des problèmes. Mhm. C'est pas que D'accord. le combattant il prend une grosse tête, mais il est perturbé par le fait qu'il est, tu sais, il est le Mhm. beau gosse de la situation, Ouais. mais il faut assumer ça. Parce qu'en face Mhm. aussi, il a un beau gosse. Ouais. Et la lumière, elle pique bien. Quand Mhm. elle lance les projecteurs, Mhm. ça pique bien. D'accord. Donc toi, tu fais prendre confiance plutôt par l'entraînement, la Hmm. préparation Hmm. physique, et derrière, par contre, ouais, tu le montes pas, tu dis pas t'es le meilleur, t'es le Jamais champion, de la t'es le vie. machin. Jamais de la vie. Mhm. Moi, je dis, j'ai eu tellement mauvaise expérience là-dessus que j'ai peur. Mhm. J'ai peur. Tu fais un complément. Si tu as fait le complément, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de exceptionnel. Mhm. C'est pas que tu dis, ouais, c'est mon gars, il est le meilleur. C'est la star. Ouais. C'est le meilleur moyen pour lui flinguer la carrière. Mhm. Alors comment, moi il y a plein de questions que j'avais envie de te poser sur l'entraînement et tout ça. Donc le cardio par exemple. Donc pour toi, qu'est-ce que, alors, pas pour le CrossFit peut-être, mais pour les sports de combat, un combattant, Hmm. pour toi, quel est le meilleur moyen de se préparer au niveau cardio? C'est que j'ai toujours appelé la danse. Tu dois avoir des partenaires d'entraînement qui dansent avec toi. Les roulades, tu Ouais. sais, où il n'y a pas de résistance. Aucune résistance. Mhm. C'est ce qu'on faisait. On faisait beaucoup. On montait entre 30 et 40 minutes Ah ouais? de danse, tout simplement. Si la personne était en préparation, il était déjà très très bien et les partenaires n'étaient pas opérationnels, donc on changeait de partenaire. C'est pas avec un seul, on changeait. Mais il faut danser, il faut que ça soit fluide, ça lubrifie toutes les articulations en Mhm. permanence, ça te permet de garder quand même les gestes qu'il te faut Mhm. et tu développes les automatismes de fou à passer une clé et transitionner sur une autre chose, Mhm. frapper, esquiver. Et en plus, musculairement, tu développes les mitochondries là où il faut. Mhm. Donc tu es plutôt dans du De, spécifique. ouais, Voilà. ouais.
pas passer spécialement par la course, on a vu que tu trouvais ça inutile, mais il y en a qui vont faire du sprint. Non, mais je faisais faire, mais là, au jour d'aujourd'hui, je dirais que ça sert à rien. Ça sert à rien de courir. Donc toi, aujourd'hui, tu ferais faire beaucoup de drills, beaucoup de... Tu sais, évidemment, on peut se dire que les personnes, à un moment donné, elles deviennent saturées de faire la même chose en permanence. Dans cette optique-là, on peut peut-être imaginer quelque chose d'autre, à rajouter d'autres éléments pour le cardio. Mais si on regarde purement sur le plan physiologique, ça sert absolument à rien d'aller courir, pédaler, nager, tout ce que tu veux pour un combattant, parce que jamais il va faire ça. D'ailleurs, par rapport à la course, j'avais fait un article à une époque où je disais que la course à pied, elle te demande d'être ouvert quand tu cours. Redressé, diaphragme ouvert, c'est un contresens pour un combattant. Il n'y a pas un seul sport où tu es redressé. Tu es en permanence enfermé. Donc la manière de... Ça te développe des respirer, postures qui sont absolument incompatibles avec ta pratique. Et même si le cœur, ok, tu le développes, les poumons, tu les développes, mais ça te donne rien d'autre. Et c'est une perte de temps. Surtout l'effort, alors de la course longue, à intensité modérée et tout, c'est sûr que moi j'ai déjà vu pas mal de gens qui me disent mais je comprends pas, pourtant je cours, je suis bon, machin et tout, et puis un entraînement de boxe, une série de PAO, c'est terminé, parce que c'est pas du tout le même type d'effort. Mais c'est vrai que, étrangement, c'est quand même quelque chose qui est hyper ancré dans les sports de combat. Le boxeur qui va faire son jogging, là même moi j'écoute souvent les préparations des combattants de l'UFC et tout ça, et la course a quand même encore une place assez importante, tu vois. Peut-être l'explication serait, imaginons la boxe anglaise aux États-Unis, c'est un sport de pauvres. Qu'est-ce qu'un pauvre est là comme moyen de travail? Il sort et il court. Il n'a rien d'autre à faire. Tu sais, on avait parlé avec les Russes à une époque aussi. Quand je disais que la course à pied, c'est pas top, le rameur, c'est beaucoup mieux. Mais ils disaient, mais il n'y a personne qui a un rameur. Où est-ce que tu vas trouver ça? Donc tu sors et tu cours. Quand il y a de la neige, tu sors le ski de fond. Quand il n'y en a pas, tu cours. Parce que ça coûte rien. Et petit à petit, ça se développait. Ça a pris des décennies à rester dans la tête des gens qu'il faut courir parce qu'on voit tout le temps les gens courir. Mais on les voit courir parce qu'il n'y en a pas d'autre solution. Et la corde à sauter, qu'est-ce que tu en penses? Ah, j'en ai fusé. La corde à sauter, c'était... Parce que ça, c'est aussi magique. Un truc assez emblématique des boxeurs, tu vois. Pour moi, la corde à sauter, c'est magique. C'est une méditation. Tu te lances et c'est parti. C'est trop beau. Ça, c'est efficace en termes de cardio. Oui, c'est à toi de gérer. Le moment où tu as dépassé... Il y a eu quelques études faites où il disait qu'il faut dépasser 140 tours par minute pour que ça devienne vraiment efficace dans le développement cardiaque. Et oui, je me souviens, 30 minutes, tu tournes à 150, 160, 170 même. Je me souviens, j'ai dépassé 5000 tours en 30 minutes. C'est intéressant. Parce qu'au CrossFit, c'est vrai qu'il y a pas mal les double under, les trucs comme ça. C'est différent, en CrossFit, c'est le double saut, c'est différent un petit peu. C'est encore un autre boulot, mais c'est vrai que ce qui est intéressant pour un combattant, je pense, dans la corde à sauter, c'est l'aspect proprioception. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un peu de pliométrie quand même, forcément, parce que c'est du saut, mais avec un impact très léger, tu vois, par rapport à de la vraie plio, où normalement, moi en tout cas, de ce que je connais de la plio, faut rester vraiment plus sur de la qualité que de la quantité. Alors qu'en corde à sauter, t'as tendance à faire quand même, si tu comptes le nombre de rebonds sur tes pieds, il y en a beaucoup, il y en a rapidement beaucoup. Disons, si on compare la corde à sauter avec la course à pied, sur la course à pied, t'es linéaire. Sauf si tu fais des trails. Mais sinon, t'es linéaire, ta cheville, elle est toujours en flexion-extension linéaire. Et après, quand il te faut faire un déplacement très rapide en lutte et en boxe, c'est un peu différent. Et là, tu mets des contraintes qui sont assez importantes. Et la corde à sauter, elle te permet de jouer. C'est la danse.
tu fais le skip, tu changes partout. Tu peux changer plein de Ouais. fois de schéma. Ouais, et ça c'est beaucoup plus proche pour le combat, dans le cadre de prévention de blessures, que la course. Surtout qu'il y en a qui courent en attaquant avec le talon. Ouais. Et à la corde à sauter, tu Même, peux pas... même des athlètes de très Ouais. très haut niveau, les footballeurs qui courent sur le Ouais. talon parce qu'ils n'ont jamais appris. Ouais. Ouais. Et on va dire pour un combattant, quand même, de développer un pied fort et surtout une bonne réactivité sur le bol du pied, c'est hyper important. Et la corde à sauter, ça te permet tu peux faire plein de mouvements différents. Tu peux faire de la corde à sauter aussi en te déplaçant. Tu n'es pas obligé de la faire sur place. Bien sûr. Avancer, reculer, Bien sûr. tourner, machin, tout. Et je pense que pour le bénéfice, tu vois, au niveau des appuis, de la qualité de l'appui, ça va être vachement plus intéressant, effectivement, Oui, que de la bien course. sûr, quoi. c'est supérieur sans aucun doute. Hmm. Vraiment. Et souvent, on dit que la corde à sauter, alors ça, je pense que c'est pas tellement vérifié scientifiquement, mais que c'est genre, ça divise par 2 le temps nécessaire par rapport à la course pour avoir le même effet sur le cardio. Ça, il faut qu'il m'explique. Ouais, moi ça me Par paraît rapport- un peu... par rapport- Mais c'est sûr que 1 heure de corde à sauter et 1 heure de course, c'est pas pareil. Enfin, tu vois, pour Non. faire 1 heure de corde à sauter, c'est déjà costaud. Bon, là il faut avoir vraiment les tendons préparés pour Mm. ça. 1 heure, c'est long. Mais après, ça change rien. La dépense en termes d'oxygène, elle est identique. Donc, tu te Hmm. retrouves avec la même dépense de calories que... Ça va dépendre à quelle vitesse tu cours. Ouais. Ça va dépendre à quelle vitesse tu fais la corde à sauter. Ouais. Donc, Mais tes épaules, elles sont quand même plus. T'as quand même un travail, un petit travail du haut du corps que tu vas pour très peu avoir dans la pour course. tu vois. celui qui est capable de faire 1 heure de corde, Hmm. il fatigue plus du tout. Ouais. Ouais, moi, ça me T'es- fatigue. Tu es tellement à l'aise que Ouais. ça te demande aucune Mm. énergie. Le corps, il s'adapte. Ouais. C'est là le problème un petit peu de la fin de préparation, souvent, Hmm. pour les combattants. Ils commencent à faire des choses, du répétitif, et au même moment, ils doivent perdre de poids, Mhm. mais ils ne perdent plus parce que leurs automatismes, ils sont tellement automatiques que le corps, il ne dépense plus rien. Ouais. On voit ça souvent, que les gens, ils n'arrivent Mhm. plus à perdre ces derniers kilos. Ouais. Pourtant, ils augmentent le volume d'entraînement, l'intensité, tout ce qu'il faut. Ils ne font que le combat, mais ils perdent plus parce que leur corps il est tellement efficient Hmm. que avant, pour faire un enchaînement, il a dépensé 200 calories déjà. Ouais. Et là, il dépense plus rien du tout parce qu'il est fluide. Ouais, La mais dé- c'est comme la différence entre un débutant. Ouais. Tu fais un sparring entre un débutant et quelqu'un qui en fait depuis très longtemps. Même s'ils envoient le même nombre de coups et tout ça, le débutant il est mort à la fin. Ouais. Et l'autre, il est efficace dans sa technique, il se fatigue pas, il se crispe pas dans les moments où il peut Ouais. se détendre. Et du coup, il économise énormément d'énergie. Ouais, quoi. j'avais fait un article il y a quelques années par rapport à ça aussi. Ouais. C'est que les combattants qui arrivent dans le schéma habituel, qui sont 5-6 kilos plus qu'il faut, Hmm. ils arrivent aux dernières semaines de préparation, mais là, c'est une erreur grave. Hmm. Parce que c'est le moment où tu n'arrives plus à perdre. Ouais. Fais tout ce que tu veux. Si tu vas augmenter tellement le volume de cardio pour perdre le poids, tu vas bousiller quelque chose, parce que ton corps, il est déjà à la limite. Donc, Ouais. tu dois arriver à ton poids déjà bien avant. Et pourtant, Comme ça. il y en a Pareil, des habitudes absolument Ouais. idiotes. Absolument des idiotes. cuttings de déshydratation. Qui sont inutiles. Ouais, mais en fait, l'argument, moi, que j'ai parlé avec plusieurs combattants et tout ça, c'est si je réduis trop mes calories, que je dois perdre trop à l'avance, mon entraînement va être d'une moins bonne qualité, ma préparation sera moins bonne. Ouais. Et donc, ils préfèrent pouvoir s'entraîner dur plus longtemps et faire le cutting, tu vois, sur 24 heures ou 48 heures. Quoi. Bon, là, peut-être l'approche, elle pourrait être encore plus différente. Ne pas chercher à descendre dans une catégorie. Ça, c'est... Il y a des catégories qui sont plutôt naturelles. Hmm. Les Américains, ils essayent d'appliquer ça depuis des années avec les cas graves de blessures, Hmm. de mort même chez les lutteurs, où ils t'imposent un poids au début de saison
Ouais. Et à chaque pesée, tu dois pas dépasser les 10% de ce poids-là. Ouais. Tu vois, ça c'est une bonne approche. Ouais, pour empêcher de faire des grosses pertes de poids. Évidemment, oui. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de perdre le poids. Bah, c'est ce qui se passe un peu dans les MMA. Il y en a plusieurs qui essaient de promouvoir ça, tu vois. Et il y a quelques combattants qui ont décidé de combattre dans une catégorie, on va dire, plus proche de leur poids naturel. Ils sont rarement... ils perdent tous du poids, hein, et il y en a pour qui ça se passe vraiment très bien. Mais c'est un peu le... On parlait avant de commencer, on parlait un peu de dopage, tu vois. C'est un peu le même problème. C'est-à-dire que, pour moi, pour que ça fonctionne, il faudrait que tout le monde le fasse. C'est-à-dire que si toi, tu combats à ton poids naturel... Et puis bah, le mec d'en face, lui, il a fait un gros cutting et qu'en 24 heures, il a repris 7-8 kilos. Il y en a qui reprennent 10 kilos, tu vois. Tu combats un mec qui est quand même dans la catégorie du dessus, tu vois. Ça ne joue pas tant que ça. Je sais pas, s'imaginer que 5 kilos de plus chez quelqu'un, ça va tellement changer, c'est ne pas connaître le combat. Sincèrement. Bah, il y en a qui pensent vraiment que le poids, ça joue, quoi. C'est-à-dire que ça fait partie de ta performance physique, tu vois, dans ta préparation physique. On disait, tu vois, tu me disais, non, toi, tu penses que un mec non dopé, il va pas réussir à battre un mec dopé, tu vois. Non, il va pas réussir. Et bon, bah, c'est un petit peu pareil pour moi. C'est-à-dire qu'un mec qui a quand même à niveau équivalent, ils sont préparés physiquement pareil, ils ont le même niveau et technique et physique et tout ça, mais il y en a un qui fait 7-8 kilos de plus. Souvent, celui qui fait 7-8 kilos de plus, il va avoir l'avantage, quoi. Celui qui fait 7 kilos, à niveau équivalent. 7 kilos de plus, ça veut dire qu'il doit fournir plus d'oxygène pour son corps. Ouais. Déjà, automatiquement. Si on admet qu'il est sec. Ouais. Qu'il ne porte pas un poids inutile. Mm. C'est pas toujours un avantage. Ouais. Mm. Est-ce que la puissance développée, c'est vraiment minime comme différence qu'on peut imaginer. Le poids, il est vraiment surévalué. On voit bien même dans les sports de force. Ouais. La différence entre les athlètes, malgré la différence énorme entre leur poids de corps, la différence sur leur performance, elle est pas si grande que ça. Ouais. Si tu regardes bien, ils peuvent tous tourner à des charges vraiment, vraiment importantes. Après, ça commence à jouer. Mais si tu prends en tant qu'une personne normale, entre guillemets, tu regardes deux athlètes de très haut niveau, un qui pèse 70 kilos, l'autre qui pèse 100 kilos, dans une discipline olympique, par exemple, tu vois pas la différence tellement flagrante. Ouais. Après, c'est vrai que... En anglais, c'est la même chose. En anglais, c'est pas le poids de corps qui va développer la puissance de frappe. Ouais. C'est la maîtrise, les segments osseux qui vont être mis en place, l'accélération qui va être mise en place, le timing qui va donner le résultat. C'est pas le fait que le mec il a un bras de 50 qu'il va faire quelque chose. Non, c'est sûr. Mais il y a aussi, je pense, peut-être l'habitude. Tu vois, je prends l'exemple de Yuri. On avait... à un moment, là, il y avait Greg Bouchlagem qui préparait son combat de lutte contre Ibra TV. Et donc, il est venu s'entraîner quelques fois en lutte avec nous. Moi, j'ai l'habitude de lutter avec Yuri, qui est beaucoup plus léger que moi. Alors, l'avantage, c'est qu'il est très rapide, très technique et tout ça. Donc, moi, ça m'a permis de développer beaucoup de vitesse aussi, tu vois, parce que je m'entraîne tout le temps depuis 8 ans avec quelqu'un qui est à la base plus rapide que moi, tu vois, sur la lutte. Et puis, lui, Yuri, par contre, il a l'habitude de travailler avec des gens qui sont plus lourds que lui. Donc, quand il a combattu avec Greg Bouchlagem, il n'a pas eu de problème du tout, tu vois. Parce que techniquement, il était largement au-dessus, mais il a réussi à le projeter, tout ça, alors qu'il lui met 40 kilos, tu vois. Moi, par contre, j'ai eu beaucoup plus de mal à m'adapter à quelqu'un qui était beaucoup plus lourd que moi. Parce que j'ai pas l'habitude. Pourtant, techniquement, je pense que j'étais quand même... j'ai un bagage technique bien plus important que lui en lutte, mais la force physique a fait que ça m'a... Peut-être il a cette rupture de maîtrise qui permet de ne pas être handicapé par le gabarit. Il y a la stratégie aussi, tu vois. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu adapter la même stratégie qu'avec Yuri.
mais avec quelqu'un qui faisait 30 kilos de plus que moi. Qui est plus grand que Voilà, toi de taille, et ouais. beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd, beaucoup plus fort physiquement. Donc, le deuxième entraînement, le troisième entraînement, ça allait beaucoup mieux. J'avais adopté plus une lutte plus à l'américaine, beaucoup plus en mouvement et tout. Mais le premier, moi, j'allais au corps à corps. Et puis, en fait, bah, Je veux pas. ouais, non, je pouvais pas son bras, je pouvais pas le bouger. Enfin, tu vois. Donc, j'ai adopté la mauvaise stratégie. Mais alors que Yuri, tu vois, il a l'habitude d'être le plus mobile, le plus rapide, le plus machin. Donc, lui, il a gardé sa stratégie. Mais bon, voilà, c'est pour dire que pour moi, en tout cas, ça m'a fait une grosse différence sur la lutte. Je pouvais pas combattre, en tout cas, du tout de la même manière. Ce qui fonctionnait c'est avec... par surprise, simplement, ouais. parce que tu n'étais pas prêt pour ça. Finalement, tu dis toi-même que, Ouais. que tu as géré quand même. Après, Et Yuri, il arrive à ouais. gérer. Donc, Et Yuri, il y arrive très bien. Ouais. Mais bon, ça fait... ouais, après, quand il y a des percussions, tout ça, ouais, sur un mec qui sait frapper 30 kilos de plus, ça fait mal, quoi. 30 kilos de plus, il n'aura jamais le cardio d'un mec de 30 kilos de moins. Hein. Avec le dopage, on sait pas. Oui, donc si on sortait de cette optique-là, Ouais. deux personnes face à face qui ont fait la préparation, quoi qu'il en soit, le plus lourd, si on parle de 30 kilos, pas 5 kilos, mais qui est beaucoup, beaucoup plus lourd, il va avoir beaucoup moins d'endurance que celui qui est petit. Ouais, Ça, normalement... S'ils vont essayer de envoyer vraiment des séquences longues, intensives, le gros, il va mourir. Sauf que après, effectivement, la gestion de combat qui rentre en jeu, la peur de frappe, si tu laisses au gros le temps de récupérer, il va gérer. Ouais. Si le léger, il a peur, il tourne autour, il veut pas avancer par peur de prendre, donc il est perdant. Mais si le léger, il n'a pas peur, il va rentrer dedans, il va continuer à attaquer en permanence, il va finir par gagner. Parce que le gros, jamais il va réussir à récupérer. Il a tellement de muscles à nourrir. Ouais. Hein, le cœur, il est identique. Hein. On peut rien faire. Le 1m50 ou 2m10, le cœur, il a la même taille par rapport à la préparation. Lié à la préparation. Ok. Intéressant. Il y a quelques cas, je pense à... Bon, même si là, il arrive plus tellement à bien combattre, mais il y avait Cain Velasquez, qui est poids lourd et qui est une vraie machine de cardio, qui lui avait un volume de frappe hyper élevé, tu vois, malgré le fait qu'il soit un poids lourd. Je dis, mais d'une manière générale, quoi. Je rentre pas il y a toujours des exceptions. Je rentre pas dans les cas des pros qui ont une préparation pharmacologique différente. C'est différent. Là, tu peux modifier beaucoup de choses. Et alors, niveau musculation, renforcement musculaire, on va dire, pour un combattant, donc toi, tu es coach de CrossFit, tu fais du CrossFit, mais est-ce que tu recommandes le CrossFit ou tu recommandes plutôt une autre approche Est-ce que tu penses qu'un combattant, il a besoin déjà de compléter sa préparation par du renforcement musculaire? Oui. Des renforcements très spécifiques, oui. Le CrossFit, je peux dire oui, mais ça serait trop simpliste de dire CrossFit, c'est bon. Ouais. Il a des choses à prendre, il a des choses à faire attention et appliquer comme il faut. Ouais. Mais oui, évidemment, le combattant, il peut utiliser les choses issues de sport de fonte. Ouais. J'étais toujours contre le développé couché. Ouais. C'est le seul exercice que j'ai jamais fait et jamais laissé faire. D'accord. Pour quelle raison? Tu frappes debout. Ta position de coude, il est toujours... En fait, on peut reconnaître la personne qui fait le développé couché par rapport à sa position de coude dans sa garde. Le moment où tu vois un trapèze, le coude qui sort, c'est ça, le gars qui peut être bon. Ouais. Après, si quelqu'un avance un argument comme quoi le développé couché peut t'aider en étant sur le dos dans les phases de grappling, c'est une absurdité parce que aucun grappleur de bon niveau va pousser avec les bras. Il va ponter. Tu vas soit pivoter, soit tu vas faire le pont. Jamais tu vas laisser le bras tendu et lutter contre le poids de mec qui essaye de t'épuiser là-dessus. Donc c'est une erreur aussi, ça sert à rien. Le développé couché en soi, comme exercice,
Et je sais qu'il a des spécialistes de développé couché qui vont être pas très contents, mais pour moi, c'était comme ça. J'ai jamais cherché à faire. Et Pour un combattant. pour un combattant. Ça peut avoir une utilité pour d'autres. Oh, certainement, mais n'importe chose, quelle quoi. activité peut avoir de l'utilité. Tout peut avoir d'utilité. Donc, pas de. Parce que par exemple, tu vois, je sais que ce que reprochaient certains. Enfin, moi, j'avais entendu des gens qui disaient par exemple que toi, tu fais de l'haltéro, mais qu'il y en a qui trouvaient que l'haltéro, ça n'avait pas de sens pour un combattant parce que c'est très technique et qu'il faut passer du temps dessus et que le combattant, il doit se concentrer déjà sur l'apprentissage de son sport et sa préparation physique ne doit pas demander un apprentissage supplémentaire technique qui va peut-être le surcharger, tu vois, au niveau de ses capacités. Disons il faut voir le point de départ. Est-ce qu'on parle d'une préparation de la personne qui arrive, le schéma classique, un gamin qui arrive et il monte, ou est-ce que c'est un adulte qui bosse, qui a la famille, qui a l'envie de faire des combats? Donc, c'est deux cas complètement différents. Ça va être peut-être très compliqué avec l'adulte qui est déjà surchargé et qui a tellement de choses à apprendre, à travailler. Ça peut être compliqué. On peut essayer, mais c'est au cas par cas. Avec un gamin, tu as tout ton temps de préparation. Il a des phases à faire. Et l'haltérophilie, si on prend l'école iranienne de lutte, c'est top 3 du monde. Ils ont toujours d'haltéro chez eux. Simplement, ils font les semi-techniques. Ils font pas les flexions complètes. Ils cherchent pas à chuter sous la barre. Ils cherchent pas des magies et de mouvements. Il va prendre une barre lourde. Il va appliquer des bonnes postures et l'épauler ou l'arracher. Ça peut aider vraiment. Et ils ont tout leur temps pour apprendre. D'accord. C'est les lanceurs, ils font la même chose. En athlétisme, pareil. On voit que les mêmes programmes sont appliqués. Tu utilises les semi-techniques d'haltérophilie qui aident énormément. Parce que générer autant de puissance, comme dans un arraché, c'est très compliqué avec quelque chose. Donc semi-technique, tu veux dire quoi? Tu veux faire juste un épaulé, mais pas le développer? Un épaulé en suspension. Sans flexion de jambes. D'accord. C'est pas pareil qu'une répétition partielle, toi. C'est juste là, tu parles de mouvement d'haltéro que tu découpes en quelque sorte, quoi. Oui, c'est un segment. C'est un des segments de mouvement. Un segment du mouvement. D'accord. Où tu appliques les mêmes règles comme il faudrait faire dans un mouvement d'haltérophilie. Par raison de sécurité et l'efficacité de se lever plus lourd. Voilà. D'accord. Parce que c'est vrai que la problématique pour un combattant, c'est déjà de pas faire des choses trop risquées qui pourraient occasionner une blessure. 2, que ta préparation physique, tu récupères suffisamment pour quand même être frais pour tes entraînements de ton sport principal, tu vois. Faut que ça vienne compléter. Faut pas que ça vienne en opposition à, tu vois. Et c'est vrai que moi, c'est des questions qui reviennent hyper souvent. C'est pour ça que je te pose ces questions-là. Comme toi, tu es quand même vraiment expert aussi sur cet aspect-là de la préparation physique. On me dit souvent, mais est-ce que c'est bien la musculation pour les sports de combat? Si oui, quel type de musculation? Tout ça, tu vois. Donc, c'est pas évident de répondre à ça. Parce que moi, je sais que ça a souvent été mon problème. C'est que j'ai testé plusieurs approches d'entraînement, de préparation physique, et il y en a qui réellement des fois me fatiguaient beaucoup trop, et après t'arrives et tu veux faire du sparring et t'es complètement rincé, t'as des courbatures ou t'as plus d'influx nerveux et tout ça, et du coup tu t'améliores pas dans ta discipline, tu vois. Donc déjà tu as utilisé l'afflux nerveux, c'est la chose principale à prendre en compte, et la musculation, le mot générique, disons comme ça, elle doit être utilisée s'il a un préparateur physique, par exemple. Elle doit être utilisée ensemble avec l'entraîneur de sport de combat en question. C'est obligatoire. Si les deux ils disent je m'en fous, c'est comme souvent le cas. Je m'en fous, c'est que tu as fait là-bas. Ici, tu fais l'échauffement déjà 45 minutes, t'es mort, t'es rincé. On ne se pose pas de questions, tu vois. C'est ridicule. Donc, s'il a un travail commun entre les deux, s'il a une logique là-dessus, on peut faire plein de choses, vraiment plein de choses. Je parle pas de la gonflette inutile qui va rien apporter.
Mais il a tellement de choses à faire. Oui, on peut. Donc toi, qu'est-ce que tu recommanderais comme protocole, on va dire, d'entraînement? Plutôt de la force, des séries courtes, plutôt des séries longues, Tout. Tout. Tout, il faut faire tout. Il faut faire tout. tout faire, mais faut pas en faire trop pour... Oui, il faut pas se fatiguer. Ouais. Tu dois pas sortir de ta séance de prépa rincé. Parce que le problème de la force, moi j'ai fait à une époque beaucoup de séries ultra courtes en me disant je voulais pas prendre trop de poids, tout ça. Mais c'est vrai que au niveau nerveux, Mm. ça fatigue, tu vois. C'est-à-dire que tu sens pas, genre, tes muscles qui vont se gorger de sang, t'es pas D'accord. en congestion, tout ça. Mais par contre, nerveusement, quand t'es sur t'es presque sur des max ou, tu vois, ou des séries de 3, où tu fais. Bah, la récupération sur le plan nerveux, elle est quand même Parce que, pas évidente parfois. disons, quand on fait un sport, musculation quelconque ou un sport en plus de ton sport principal pour lequel tu te prépares, il faut faire attention à ne pas devenir compétitif dans le sport Mhm. de préparation. Ouais. Ton sport principal, c'est ton sport. C'est là que tu es compétiteur. Mhm. La musculation, cycle de force, admettons. Mhm. Tu fais un cycle de force. Le moment où tu es flingué parce que les charges sont importantes, ça veut dire que tu es parti dans la performance. D'accord. Tu n'as pas laissé ton corps accumuler l'énergie qu'il a besoin. Ça se trouve qu'il avait besoin encore 2 mois de travail avec des barres de 10-15 kilos de moins Mhm. pour préparer tout ça. Et tu arriverais à cette charge-là qui te stresse, qui Mhm. te fatigue, avec une aisance. D'accord. Et ça, c'est là le souci de prépa. Toujours vouloir faire quelque chose de ouf, de monter en gamme, tu sais, de mourir. Mhm. Mais c'est pas une préparation. Là tu es en performance. Ouais. Là, tu es en compétition. Et tu rentres en compétition avec ton activité, automatiquement. Ouais. Tant que tu gères ça, tant que tu... C'est pour ça que les préparateurs physiques, quand même, ils sont très importants. Des préparateurs physiques, pas des sensei YouTube. Mhm. Euh, Tant que tout est planifié à aider à accumuler l'énergie, Ouais. tout se passe très bien. Mhm. Toujours, tu peux sentir. Elle a une faiblesse, tu calmes le jeu, tu fais un échauffement et tu rentres chez toi. Tu pètes la forme, tu augmentes un petit peu. Et c'est toujours dans la gestion pour que tu arrives à tes entraînements, tu sois toujours affamé Mhm. et tu as envie de plier. Ouais. Tu sens que l'énergie, elle s'accumule et tu as envie de plier les autres. Mhm. Ouais, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus qui utilisent quand même des outils technologiques, tout ça, qui permet le matin au réveil de voir l'état de forme de l'athlète et tout ça, et qui adapte aussi ce qui va être fait en fonction de ça, quoi. J'ai tourné beaucoup avec les cardio-fréquence-mètres. Mhm. C'était un outil super, super important dans le travail de prépa. Et, c'est intéressant. Ça peut parfois induire en erreur Mhm. parce que il faut avoir vraiment une confiance totale, une intimité totale avec la personne qui te prépare pour Mhm. savoir qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi son corps il a réagi. Ouais, Tu sais, il a tellement de choses qui se passent dans la vie bien sûr, ouais. on sait pas toujours que peut-être elle a un coup de stress, Mm. une embrouille avec sa nana, ou tu sais, Ça et là tu vois les paramètres qui se modifient. 3 matinées d'affilée, il a le rythme cardiaque, 10 pulsations de plus Mhm. qu'il faut. Donc Ouais. toi, tu mets le frein à main tout de suite, tu dis, ah, il a un problème, Ouais. on a dépassé quelque part. Mais en réalité, il n'avait rien. Il avait un coup de stress et c'est tout. Et Ouais. si tu n'es pas au courant, ça peut poser des problèmes aussi. Mhm. C'est vrai. C'est plus dans le... D'ailleurs, c'est pour ça que je n'arrive pas à travailler à distance. C'est plus dans le travail de face à face. Tu Ouais. sens la personne où est-ce qu'elle est. Tu la vois, tu regardes dans les yeux, tu vois est-ce qu'elle est capable de faire quelque chose, est-ce que tu le pousses et tu reviens en arrière. Mhm. Et c'est plus ça. D'accord. Ok. Bon, ça c'est intéressant. Après, je sais que... alors, on va parler... Il y a plusieurs choses encore dont je voulais parler. La souplesse. Mhm. Toi, tu fais des choses, quand on va regarder ton Instagram ou ton Facebook, des choses un petit peu folles. Parce qu'ils peuvent en tout cas paraître folles Pour un grand comme moi, pour, ouais. pour un grand comme toi et pour, on va dire, comment j'arrive pas à trouver le mot, mais le mortel
commun, on va Comme dire. mortel. Voilà, le commun des mortels. J'arrive plus à trouver l'expression. Commun des Le commun des mortels. C'est vrai qu'il y a un peu une sorte d'opposition entre ta masse, tout ça, et puis la souplesse. Alors, c'est quelque chose d'inhabituel. On sait que il n'y a pas de raison en réalité que ça n'existe pas, mais c'est pas courant. Tu vois, d'avoir des gens massifs, costauds, qui soulèvent, tu soulèves des poids. Là, tu me disais avant qu'on commence que tu t'es amusé à soulever plus de 180 kilos soulevé de terre à une main. Là, j'ai fait 182. Ouais. 182, voilà, à une seule main. Je sais pas, tu fais combien à deux mains? Mon max, j'ai jamais fait vraiment des max. Ouais. 270. 270, t'as déjà fait 270, quoi. Donc bon, voilà, pour donner un peu un ordre d'idée aux gens qui voilà, c'est les types de performances que tu arrives à faire. Tu t'amuses avec une kettlebell de 92 kilos, je crois. Je m'amuse, c'est elle qui s'amuse Elle avec moi. s'amuse avec toi pour l'instant, mais t'es en train de l'apprivoiser, quoi. Je m'amuse. Mais voilà, donc tu es capable de faire des performances de force, en tout cas, assez impressionnantes. Et en même temps, t'es plus souple qu'un prof de yoga, quoi. Attends, attention, ils vont me détester après, les profs de yoga. Non, je rigole, mais c'est vrai que l'autre fois, c'est même, en plus, elle n'est pas du tout prof de yoga, mais je fais un peu d'acrobatie avec une fille du club, là, maintenant, qui, elle, est cascadeuse et qui a fait de la gymnastique dans sa jeunesse, c'est vrai, qui est très souple. Et puis, je lui ai montré une de tes vidéos en disant, regarde lui et tout. Et elle a essayé de faire, je sais plus lequel c'était, t'étais debout et t'allais poser carrément tes avant-bras au sol, tu vois. Et elle m'a dit, bah, j'y arrive pas, quoi. Elle me dit, ah ouais, il est chaud, ouais. Et donc, t'es plus souple, tu vois, qu'une fille Qui est une cascadeuse. qu'une cascadeuse, acrobate, gymnaste, tu vois. Je vais noter ça. Ouais, si tu pourras le noter, c'est une petite victoire. Non, donc c'est quand même pas courant, tu vois. Donc comment tu fais? C'est quoi ta méthode? Tu écoutes ton corps. Mais tu travailles pas mal ta souplesse de manière lestée, j'ai l'impression, non? Tu travailles avec des poids, ta souplesse, non? Ah oui. Tu fais Oh. pas trop de stretching statique. C'est la chose à ne pas faire. Dans ma vision. Hein. En fait, je fais tout pour ne pas modifier la longueur de mes ligaments. Ouais. Si à un moment donné, j'arrive à rallonger le ligament, je veux qu'il s'épaissit aussi. Quand même. Ok. C'est très important. Donc pour ça, les statiques, en soi, ils sont contre-productifs. Ok. Le grand écart, dormir 2 heures, qu'est-ce que ça va t'apporter? Et après, tu vas faire le squat, et tu vas t'exploser la hanche ou le genou. Parce que tu es hyper laxe et les ligaments, elles tiennent plus. Ouais, c'est que l'amplitude articulaire sans le contrôle, c'est dangereux. C'est dangereux. Donc la première chose de tout assouplissement qui est utile, c'est renforcer les amplitudes maximales. Donc, travailler en fin d'amplitude. Peu importe ton amplitude actuelle, il faut devenir fort, vraiment renforcer l'ensemble de tissus conjonctifs dans ton amplitude maximale. Alors, comment tu fais ça? Est-ce que tu fais des contractions isométriques? Est-ce que ça peut être des PNF, ça peut se faire comme ça, et c'est pour ça, les lestés, c'est ça. Ouais. J'utilise beaucoup les poids externes qui m'obligent de me contracter en m'amenant à une amplitude particulière. D'accord. Et je reste à un X de temps, et je reviens, je souffre de plus ou moins. Le seul mouvement où je souffre vraiment, c'est où j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup de larmes ont coulé, c'est le grand écart. Ouais. Mais c'était une décision de gamin, simplement. D'accord. J'ai dit, je vais faire le grand écart facial et c'est tout. D'accord. Et là, je suis tombé dans les pommes plusieurs fois. Ouais. tu faisais comment, du coup, pour travailler ton grand écart? Mais si tu forces. Ouais. Tu forces comme un con. Et tu avec un poids ou... Non. À l'époque... Par exemple, non, à l'époque, là... Là, en ce moment, là. C'était là, les derniers mois, c'était mon T'étais en train de pleurer il n'y a pas longtemps, donc. Ah ouais. Et... par exemple, il a 2 élastiques. Tu te mets sur les mains. Ouais. Et les élastiques, ils te plient. D'accord. Et tu restes. Ok. Tant que t'es pas tombé dans les pommes. C'est l'indicateur. Faut tomber dans les pommes, sinon c'est pas assez. C'est une chose à ne pas faire. C'est vraiment un truc de gamin. D'accord. Déjà, le grand écart en soi, qu'est-ce qu'il va m'apporter? Ça sert à rien. Bah moi, je sais que c'est comme ça que je me suis bousillé la hanche étant jeune. J'ai eu une opération à 25 ans parce que
c'est la génération Jean-Claude Van Damme. C'est Entre deux chaises, couilles en voilà, l'air. voilà. C'est le truc de gamin en fait. Exact. T'as envie de faire comme Jean-Claude, tu vois. Mm. Et en plus, j'ai appris plus tard que anatomiquement, tout le monde ne peut pas faire vraiment l'écart facial. Le latéral, oui. Moi, j'ai une forme de la Non, tête, tête de fémur qui n'est pas compatible, ouais. qui vient en fait en butée. Donc, je me suis déchiré le bourrelet cotyloïdien et j'ai dû me faire opérer et tout ça. Et donc, parce que j'ai forcé en fait. J'ai même été, je voulais tellement faire comme Jean-Claude que j'ai été chez son prof pour faire sa méthode d'assouplissement en Belgique, chez Claude Goetz, tu vois. Et c'est pas que la méthode est pas bien, mais on va dire si anatomiquement t'es fait pour, bah ça va passer, mais sinon c'est du bourrinage, donc C'est ce qu'on a parlé tout à l'heure par rapport à la pédagogie. ouais, c'est ça. Faut Elle adapter, peut être très bonne, la pédagogie, ouais. mais si elle n'est pas adaptée, Voilà. ça devient inutile ou dangereux. Et le problème, c'est qu'en réalité, bah, à moins d'aller faire une radio, bon, t'as des indicateurs, tu sens que ça bloque, mais tu dis, bah non, il faut juste forcer. Enfin, surtout quand t'es jeune, t'es con, faut le dire ce qui est. Parfois, tu restes con même plus longtemps, mais tu forces, et tu dis, ça va finir par venir. Et puis, bah ouais, j'étais plus. En plus, il y a l'époque où j'étais quoi j'étais à 5 cm du sol, tu vois, mais j'y étais pas. Donc, j'ai continué à forcer, tu vois. D'accord. Et c'est vrai que la différence entre 5 cm en pratique dans tes coups de pied, ça va rien t'apporter de plus, tu sais, mais c'est une sorte d'objectif à la con que tu te fixes. Surtout que le grand écart, c'est pas un indicateur de ton coup de pied. Bah, c'est ça, Tu ouais. peux ne pas avoir le grand écart, mais loin de l'avoir, mais avoir une élasticité tendineuse et musculaire suffisante pour envoyer un high kick là où il te faut, avec une puissance qu'il te faut. Ouais. C'est pas le fait que tu as fait un grand écart que tu as fait un bon kick. C'est pareil, c'est ancré Ouais. dans nos esprits. Des Shaolin, des Bruce Lee, des Van Damme qui Bah devaient oui. faire ça, et nous aussi on se sentait obligés de le faire. Ouais. Voilà, la souplesse, comme j'ai dit, le moment où tu écoutes ton corps, tu fais pas de conneries, pas de gestes brusques. Si tu travailles avec un partenaire, c'est quelqu'un de confiance qui sait comment te sentir pour ne pas te pousser trop loin, et tu renforces les angles maximales, c'est tout, et tu vas faire tous les mouvements que tu veux. Et toi, t'écoutes juste ton corps, ou est-ce que tu utilises quand même un peu un protocole? Tu te dis, j'essaie de passer tant de temps, ou si tu fais du PNF, ou... Parfois, le temps, il devient vraiment comme ça, au Secondaire, feeling. quoi. Tu sais, Ouais. tu sens que tu peux rester, tu restes. T'as reçu un message et tu commences à lire. Et tu dis, ah merde, ça fait 1 minute que je suis dans la position. Ouais. D'accord. Ça peut être comme ça. Et tu consacres quand même beaucoup de temps à la souplesse ou pas? C'est par phase. Là, j'ai eu une petite phase de yoga où j'ai passé beaucoup plus de temps à faire des conneries de yoga que de soulever quelque chose. Ouais. Oui. T'as été faire des cours de yoga? Ou t'en as fait toi-même tout seul dans ton coin? Non, je fais moi-même. J'avais une prof qui intervenait dans ma salle. Mais bon, j'ai fait quelques cours. Je ne pense pas être... Les gens, ils doivent être surpris s'ils te voient... Oh, mais elle me connaît. Donc Ouais. Ils doivent pas s'attendre, ils doivent se dire, oh là là, lui, il va être complètement raide. Non? T'as pas eu un peu ce genre de réaction? Souvent, ouais. Ouais. Ça, c'est intéressant. Moi, c'est un truc qui m'intéresse depuis toujours, du coup, la souplesse. Et, c'est vrai que c'est pas facile, déjà, de trouver une approche qui va fonctionner pour tout le monde. Et puis de trouver une approche qui va être compatible avec des performances athlétiques, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, tu peux devenir souple par du statique et tout ça, mais ça va pas t'aider vachement dans la pratique sportive, quoi. Ça va bousiller, voilà. C'est sûr et certain. Si tu as développé une laxité supérieure à la normale dans une pratique qui n'a pas besoin, tu fais pas la danse, tu fais pas de gymnastique, là ça devient vraiment vraiment dangereux. Mais les gens, ils se blessent, même les simples joggers de dimanche, ils se blessent à cause de ça, parce qu'ils ont vu dans les magazines des trucs tu sais, à la con, la cheville, Ouais. et tu restes 1 heure comme ça et tout va bien, et sauf que
c'est pas vraiment le cas. Hmm. D'accord, donc ouais, toi, quelqu'un qui aurait quand même des blocages articulaires et tout, tu lui recommanderais de commencer plutôt avec du PNF ou plutôt quand même directement lesté avec des poids très légers Bon, toutes les personnes qui viennent à la salle chez moi, ils ont le même conseil. C'est si tu n'arrives pas à faire un squat, tu vas me faire des squats. Ouais. Le moment où tu n'arrives pas à faire un squat avec la barre, ça veut dire que la barre est trop légère. Ouais. En rigolant comme ça. Ouais. Non, on va principalement utiliser les mouvements dans lesquels on lutte. Les mouvements qui posent des problèmes, ils sont toujours les mêmes. C'est le même code qui pose les mêmes soucis. Overhead squat, le squat bras tendu, c'est le souci majeur de quasiment tous les mecs qui viennent, qui ont trentaine, quarantaine d'années, qui ont l'habitude d'être assis. Là, c'est un problème. Et en soi, le overhead squat, c'est un des meilleurs développeurs de mobilité et de force, de toutes les qualités que tu peux imaginer. Donc, ça colle très bien, on le fait beaucoup. Et juste en le faisant, ça Juste vient. en le faisant, j'ai 100% de réussite, squat complet, n'importe qui. Ouais. Juste en le faisant. Sans aucun stretching à part. Parce que le mec qui est complètement bloqué, qui a sa barre qui est complètement en avant comme ça et tout, comment tu fais je me casse la tête à inventer des coulisses, des guidages. Dans les cages de squat, avec des élastiques, avec des bâtons, tu guides la personne, tu l'amènes là où il commence à perdre sa posture, tu l'obliges à rester un petit peu, et tu fais du répétitif là-dessus. Le moment où le système nerveux il va comprendre qu'il n'y a pas de danger, qu'il peut te laisser faire le mouvement un petit peu plus. Tu commences quand même par faire peut-être, est-ce que tu peux faire d'abord du goblet squat ou un squat sans le... Ah mais souvent, t'as les gens qui peuvent faire le squat sans aucun problème. Il y en a qui peuvent pas non plus aussi. Mais dès que tu lui demandes de lever les bras, il n'a plus personne. Il fait la prière. Ce n'est plus un squat, c'est la prière. Ouais. Mais il y en a qui, même le squat tout court, n'y arrivent pas. Oui, mais je dis... là, pour répondre à ta suggestion de faire le goblet squat, je dis... Goblet squat, d'ailleurs, c'est le squat par excellence que tout le monde peut arriver. Parce qu'il a un contrebalancier et tu vas arriver. Mais est-ce qu'il va aider c'est ma question. Dans la mobilité, non. Non, ça va pas t'aider. Tu peux renforcer. Goblet squat, c'est la chose qu'on fait. Moi, perso, je fais avec les débutants que je connais pas encore, qui tombent sur une séance qui est assez compliquée, techniquement. Ouais. Donc, vas-y, goblet squat. C'est pareil comme deadlift entre les jambes avec la kettlebell. Tu demandes pas à un débutant faire un deadlift avec la barre direct. Déjà, il va se perdre en 3 minutes. Ouais. Et goblet squat, c'est parfait pour un débutant. Mais c'est pas une étape qui te prépare pour la mobilité en overhead squat. D'accord. Mais est-ce que ça peut améliorer ton squat, le goblet squat, selon toi, ou pas? Enfin, quelqu'un qui aura un problème de mobilité, sans parler du overhead, mais juste un problème de mobilité sur le squat. Si quelqu'un est vraiment, vraiment raide de cheville, oui, forcément, ça va aider. Si on prend la personne qui n'a jamais fait ou n'a pas fait depuis un bon moment de sport, peu importe qu'il fasse, ça va lui aider. C'est le moment, c'est structuré sans se précipiter, tout est tranquille, il va s'améliorer sans chercher vraiment un exercice particulier. En faisant tout, ça va aller. D'accord. Ok, donc ça c'est sur la souplesse. Et maintenant, je voulais parler d'un sujet qui divise tout le temps beaucoup les gens, c'est l'alimentation. Je sais que tu as fait des gros changements ces dernières années peut-être, je sais pas combien de temps ça fait, mais tu as fait pas mal d'expériences. Et là, depuis au moins un an et demi peut-être, un truc comme ça, tu manges une fois par jour. Une fois par jour. Et je sais pas, j'aurais même entendu dire que tu considérais peut-être essayer une fois tous les 3 jours. Oui, j'ai pas franchi, c'est juste la vie perso qui permet pas trop. Mais oui, ça je vais tester aussi. Et alors donc, pourquoi ce changement et qu'est-ce que t'en as retiré est-ce que tu recommandes aux gens? Enfin voilà, si on peut discuter un peu de ça. Déjà, si on me pose la question, je dis on oublie la notion calorique.
qui n'a aucun sens Ouais. dans le cas d'un individu. C'est ce qu'on voit écrit, c'est pas la même chose qui va se passer dans ton corps. Ok. La notion calorique, c'est un élément qui a été développé pour les industriels Mhm. dans leur échange pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Mais dans le cas d'une personne, ça n'a aucun sens. Ok. Parce que toi, tu as mangé 100 calories. Moi, j'ai mangé 100 calories. Mhm. Tous les deux, on a pris le même morceau d'un produit. Mais combien de calories va se retrouver à l'intérieur de chacun de nous, c'est complètement différent. Mhm. Donc ça, c'est la première chose. Et par rapport au repas, le repas unique le soir, je dis simplement observer les animaux. T'as un chien, Mhm. qu'est-ce qu'il fait quand il a bouffé? Tu te reposes. Il se repose. Mhm. Et l'humain, c'est la seule bestiole au monde Mhm. qui, après avoir mangé le petit-déj, va partir à l'école et au boulot. Mhm. Et à 11h, déjà, elle va commencer à piquer du nez. Et tu vois, il est en hypoglycémie totale et il n'arrive à rien. Ouais. Aucune productivité. Donc, à mon sens, tu manges le soir, ton corps, il va gérer. Tu vas pas manger une tonne. Tu vas manger ce qu'il te faut Mhm. après un temps d'adaptation. Le matin, tu n'as absolument pas besoin de manger parce que si tu as mangé le soir, tes stocks de glycogène ils sont remplis, tout est parfait, le système hormonal il est satisfait, il pète pas un câble parce que tu es affamé, parce que tu as vu quelque part qu'il fallait plus manger à partir de 18h. Mhm. Ouais, les gens qui pètent un câble le matin parce qu'évidemment, il a une telle période de, de privation et il devient fou, ce qui est normal. Parce que le corps, le système hormonal, il se répare, il grandit, il fait ses choses la nuit. Le Mhm. moment, on dort. Ouais. Donc c'est là qu'on a besoin de nutriments à apporter. Et après, dans la journée, mais on n'a vraiment pas besoin. J'ai plein de personnes même certains combattants qui se sont lancés dans ce jeu, Mhm. il est très intéressant. Tu vois le monde complètement différent. En termes de performance, toi, tu t'as pas vu de différence, Tu sais, je ne suis pas un athlète de haut niveau Mhm. pour dire. Je pense que ça serait quand même compliqué s'il avait un enchaînement de séances longues tous les jours, ça pourrait poser des problèmes. Mais dans, dans ma façon de vivre, Ouais. Pour toi, ça avec convient bien. les entraînements quotidiens, mais toujours dans la réflexion, comment faire, ça ne me pose pas de souci. Donc ouais, ça n'a pas eu d'impact négatif, Que du positif. que du Que positif. du positif. Mais vraiment, surtout. Mhm. Tu es alerte, ton cerveau, il travaille différemment, libido, elle est différente, Mhm. tu es vivant. Moi, j'ai fait pendant pas mal de temps le jeûne intermittent où je mangeais pas le matin. Je mangeais pas, je faisais pas un repas par jour, mais je mangeais souvent à partir de 16h et je faisais 2 repas, quoi. Je faisais souvent un à 16h et un 21h, 22h, ça dépendait des soirs avec mon emploi du temps. Mais c'est vrai que après là, j'ai essayé une autre approche et pour mes séances, tu vois, par exemple, quand je fais de la lutte avec Yuri, alors si je me suis levé bien bientôt, si j'ai le temps de manger, pour moi, je me sens souvent quand même mieux pendant mon entraînement sur, sur des efforts quand même ultra explosifs comme ça que si je suis complètement à jeun. C'est-à-dire que je vais, au fur et à mesure de la séance, je sens que Mais qu'est-ce que tu as mangé le ça soir? dépend ce que tu as mangé la veille aussi, ouais. Mm. Certainement, ouais. Ça va jouer Mm. là-dessus. Parce que pour, pour vraiment vider les stocks de glycogène en une Mm. séance, il faut aller. Mm. Il faut aller. Il faut Mais il est en fatigant, vouloir. Yuri, hein. Il faut en vouloir. Mais moi, je Mais sais attends, que. Ouais. on peut renverser. Mm. Il commence chez moi, après il vient chez toi pour faire la séance. Ouais. Ça va être un chaton. Ouais, c'est ça. Et moi, je te l'envoie, des fois, je te l'envoie fatigué. Hein, parce que souvent, il vient chez toi après s'être entraîné avec moi. Alors, c'est moi qui suis le plus fatigué des deux. Mais il y a des fois où j'arrive à le fatiguer un peu quand même. Mm. Mais non, mais c'est vrai que c'est un vrai débat. Moi, j'aime bien toujours écouter des points de vue qui s'opposent. Tu vois. J'ai écouté les arguments des deux côtés. J'ai fait les deux. Bon, en ce moment, depuis un certain temps, je fais plus de jeûne du tout. Je
je fais 3 repas principaux et 1 ou 2 collations en plus, tu vois. Mais, et ça me va bien comme ça. J'ai pas de... Alors, si je mange, on va dire, de manière qualitative, quoi. Tu vois, là, comme je te disais, j'ai un petit bébé il n'y a pas si longtemps. On a de la chance qu'elle dort bien et tout, mais j'ai quand même un sommeil d'une moins bonne qualité. Mhm. Et en tout cas, moi, je le sens. Est-ce que c'est une excuse que je me donne ou pas? Mais en général, on dit que un sommeil moins bon, ça impacte ta glycémie et que ça te crée plus des fringales. Et du coup, là, ces derniers mois, j'ai beaucoup plus de mal à manger correctement, entre guillemets. Et donc, voilà, il y a forcément des fois, si je mange n'importe comment, bah là, je vais avoir le coup de pompe et tout. Mais pendant longtemps, là, pendant plus d'1 an, j'ai mangé très bien. Et j'avais pas trop, tu vois, justement, ce phénomène, malgré le fait que je mangeais très régulièrement. Mais par contre, je mangeais pas des grosses quantités, tu vois. Donc, j'avais jamais, genre, le gros repas avec la grosse digestion qui te tue et tout. J'avais des repas où je terminais, j'avais toujours une petite faim, tu vois, à la fin du repas. Mais j'étais rassasié pour tenir 4 heures sans problème. Et j'avais pas ce coup de pompe, tu vois. Alors que quand je jeûnais, quand je faisais mon premier repas, si c'était un gros repas, il y a des fois, j'ai essayé différentes stratégies. J'ai essayé de faire un premier repas léger et de garder vraiment le plus gros pour le soir avant de se coucher. Bon, et là, t'as le coup de pompe, mais bon, tu vas te coucher, donc c'est pas trop grave. Mais il y a des fois où, ouais, à 16h, j'avais très faim. Et alors là, tu fais un gros repas et t'es KO après, quoi. Enfin, moi, c'était mon expérience. J'ai jamais testé 2 fois comme ça, je peux pas te dire. Donc là, ouais, ça te fait... ouais, tu jeûnes 24 heures quasiment tous les jours. Pour te dire que plusieurs fois, j'ai oublié qu'il fallait manger et je partais dormir. Ouais. Sans aucun problème. Ah, ça, c'est dur. Moi, par contre, ça, c'est un Ouais, truc... mais normalement, c'est impossible pour moi. Ouais. Tu sais, je suis quand même un gros bébé, j'ai besoin de manger. Bah ouais. Et non, sincèrement, le corps, il s'est adapté. Ce que j'ai fait, tu vois, j'ai testé jeûne de 3 jours, 24 heures, tout ça. J'ai essayé 24 heures, mais en commençant à différents moments, tu vois. Et alors moi, pour moi, le plus dur, c'est d'aller me coucher sans avoir mangé, en ayant la faim. J'arrive pas à m'endormir. T'as le ventre qui machin, et ne pas manger le soir, pour moi, c'est le plus dur, quoi. Je pense que ça faut vraiment que j'ai fait genre un voyage ou que je sois malade, un truc comme ça, pour que le soir, j'aille me coucher sans manger. C'est qu'il y a un truc qui n'allait pas. Tu vois. Mais je trouve ça, même psychologiquement, je trouve ça hyper dur, quoi. Mais c'est normal, parce qu'on est censé manger. Bah oui. Donc toi, ouais, c'est un truc que maintenant, ça fait partie de ton quotidien. C'est une habitude. Je me pose pas de questions. Après, s'il faut manger, s'il faut aller manger avec quelqu'un, je mange. C'est pas une religion. Ouais. Si je sors avec les potes, je mange. Ouais. Ok. Et pourquoi t'avais commencé ça? Il y a un déclencheur, une étude, quelqu'un qui t'en a parlé? Non, j'ai lu depuis un moment des choses. Il avait des éléments qui me travaillaient, qu'on mangeait beaucoup trop. Je disais, on mange beaucoup trop de nourriture absolument inutilement. J'ai voulu tester. Ça, pour le moment, ça confirme tout ce que j'ai pensé. D'accord. Et sur ce que tu manges, par contre, tu manges tout ce que tu veux sur ton repas ou tu suis quelque chose en particulier? Règle principale, pas de sucre. Ça, c'est obligatoire. Après, si tu peux éliminer la farine, c'est pareil, c'est quasi obligatoire. Ouais. Et, au départ, j'ai mangé comme un ogre. Ouais. J'ai mangé en un repas, c'était mon repas de l'ensemble de la journée d'avant. Ouais. Mais le corps, il s'adapte. Maintenant, quand je sors avec quelqu'un, je mange un tiers de portion d'une personne normale. Ouais. J'ai pas aucune envie. Donc là, tu manges 1 fois par jour, mais tu fais même pas des gros repas. Gros, tu sais, ça dépend. Qu'est-ce qu'on appelle gros? Je mange 300 grammes de viande. Ouais. Voilà. Bah, pour des gens, c'est gros. Pour moi, ça me choque pas du tout. Ça m'arrive de manger plus que ça, mais... D'accord. Et à côté de ça, légumes, féculents, tout ça... C'est ce que je veux, oui. Ouais, ce que tu veux. Mais pas de sucre. Pas de sucre. Pas de gâteau, pas de... Non. Et pourtant, c'est impossible. Moi, sans les gâteaux, Ouais. c'est impensable. D'accord, t'es un peu proche du paléo, au final. Je tu sais fais je pas... m'en fous de toutes les appellations. Je fais ce que je veux.
Mais tu fais plus ou moins un peu sans gluten, parce que si tu manges pas de farine, de choses comme ça. Parce que c'est les choses qui sont inutiles pour moi. C'est vraiment quelque chose qui... c'est un parasite. Ouais. Et paléo, oui, c'est intéressant, paléo. Quand tu regardes, c'est très intéressant. Mais ça t'impose des règles. C'est pas bien. Ça met un stress. Il a des règles à respecter. Ouais. Après, il y a des gens qui ont besoin de ça. Tu vois, il y a des gens qui ont besoin qu'on leur dise clairement qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, pas faire. Parce que sinon, en fait, ils savent pas déjà quoi faire. Et puis, ils ont besoin de savoir que tel type d'aliment c'est interdit, tel type d'aliment c'est autorisé. Je me souviens, c'était peut-être il y a 7 ans. On a fait une préparation avec un combattant. Et déjà à cette époque, je faisais ça sur les combattants. Un repas par jour pour le cut. Ok. Et à un moment donné, il commence à stagner au poids. Ça bouge plus. Il est énervé en permanence, frustré. Et moi, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et un jour, on parle avec sa femme. Il dit, oui, il mange rien du tout dans la journée, mais le soir, 2 pizzas. Il ouvre la bière. Une baguette. La viande partout, tout. Il bouffe non-stop. Il est hystérique. Il mange non-stop. Je dis, mais voilà la raison. On a trouvé. Donc, il se retenait vraiment comme il fallait. Mais le soir, ça pétait un câble. Et alors, comment vous avez fait ? On a modifié, je me souviens plus très bien, mais on a discuté par rapport à ça, que le soir, c'était des excès, tu annules tout le bénéfice de ce qu'on a fait. Parce que là, c'était pour les cuts. C'était pas dans l'optique de santé, c'était vraiment pour la perte de poids. Moi, c'est un truc que j'ai ressenti aussi quand je faisais le jeûne et tout, c'est qu'il y a quand même un moment... Alors moi, je sais pas, pourtant je l'ai fait longtemps, mais après, je pense que peut-être on réagit différemment, mais... j'avais parfois, du coup, j'avais un point où j'avais faim, vraiment faim, et du coup, les choix que tu fais, d'un seul coup, j'avais des envies de certains trucs, tu vois, genre tu me dis une pizza, machin, tout ça, j'avais des envies de trucs beaucoup plus difficiles à contrôler que quand je mange régulièrement et que j'ai pas la grosse faim. C'est-à-dire que si dans la journée, il y a aucun moment où j'ai une faim de ouf, je vais moins avoir envie, tu vois, de ces aliments qu'il faut essayer d'éviter. Ça vient très certainement du fait que tu te prives de quelque chose. C'est le moment où tu as compris que tu as changé ton mode de vie, tu vas manger une fois par jour. C'est pas une obligation pour toi. C'est simplement, tu fais ça, c'est ton choix. Sans te priver, même quand tu deviens vraiment affamé, les premières semaines, tu sens que il y a des moments où ça bascule. Tu es prêt à égorger quelqu'un. Mais c'était ton choix. Tu sais, il n'y aura pas de punition si tu vas manger. Le problème est quand tu t'engages à faire quelque chose. C'est un nutritionniste qui t'a écrit le programme et tu t'es engagé, ou tu as donné ta parole devant tout le monde, évangélique. C'est je mangerai plus de ça. C'est là que tu commences à péter un câble. Parce que tu t'es privé et le cerveau, il va faire ses tours. C'est ça. Il va te punir. Souvent, on dit c'est le moment où tu n'as plus le droit de manger un truc ou de faire quelque chose. L'interdit, ça peut rendre un peu obsessionnel sur ce qui est finalement qui est interdit. Quoi. C'est ça. C'est la pomme interdite. C'est C'est exactement ça. ça. Donc c'est le côté psychologique. Comment tu as approché la chose. Est-ce que tu as vu ça comme un élément naturel que tu veux tester et peut-être adopter? Ou est-ce que c'est un élément qui était obligé parce que la plage, c'est dans 3 semaines? Non, moi, c'est comme ça. Non, c'était vraiment, je l'ai fait longtemps, j'ai fait plusieurs années. Donc, et c'est vrai que le truc qu'on trouvait, parce que ma femme, elle le faisait aussi, c'est que... d'ailleurs, après la grossesse, là, elle a repris, pendant la grossesse, elle était obligée de manger le matin, sinon elle avait des nausées si elle mangeait pas. Mais là, elle a repris, elle mange pas le matin. Et c'est vrai qu'en tout cas pour elle, et moi ça me faisait ça à l'époque, c'est à partir du moment où tu commences à manger, la faim elle s'active. C'est-à-dire que tu manges une fois, tu vas avoir faim, voilà. C'est ça. Et donc, plus tard, on décalait le premier repas, et moins on avait faim dans la journée. C'est exactement ça. Mais par contre, c'est vrai que le moment où je commençais à manger, des fois c'était... Mais il suffit de toucher à la bouffe et c'est fini. Tout se retourne. Et tant que tu n'as pas touché, je me suis déjà retrouvé en plein milieu des brasseries, assis avec les potes ou dans une boulangerie.
Ouais. Ça me fait rien du tout. Mais absolument rien. Je prends Ouais. mon café et c'est tout. Bon, on fait une toute petite pause. Bah, de toute façon, je pense qu'on va. Là, c'est. Comme je sais que tu dois partir après, je pense que c'est déjà bien pour ce podcast-là. On a abordé les sujets intéressants. En tout cas, moi, je t'ai posé, je pense, les questions que je voulais te poser. Et je pense que ça aura intéressé pas mal de gens. Donc, On verra bien. c'était cool. Et puis, on verra si on fera un deuxième round un de ces jours ou pas. Merci. Merci à toi.